Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur de l'Italie, monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout d'évoquer ici ce maître des études sémiotiques qui a donné dans cette salle de ce collège une leçon doublement magistrale, Roland Barthes. Ma leçon ne pouvant être autant magistrale, je me bornerai à donner un résumé du cours que je vais ouvrir aujourd'hui. Mes recherches des dernières années m'ont suggéré de choisir comme sujet de mon cours la quête d'une langue parfaite dans l'histoire de la culture européenne. Coïncidence heureuse, parce que ce collège, fondé par François Ier pour établir un foyer d'interprètes royaux qui opposait au latin des écoles la recherche des langues bien plus anciennes, est devenu bientôt le collège de 3 langues. Et ici, d'abord comme Peregrinarum Linguarum Interpres, a été appelé Guillaume Postel, qui poursuivit tout au long de sa vie la quête d'un proto-langage, d'une lingua sancta divinitu inspirata prima homini, seul capable de rétablir la orbis terrae concordia. Semblable à l'insula perdita ou à la terre incognita, à un Graal toujours promis et jamais atteint, la langue parfaite n'a cessé de fasciner les plus grands esprits de la culture européenne. Et pourtant, dans le même temps où j'évoque ici le rêve d'une langue unique susceptible d'instaurer la fraternité entre les hommes, et tandis que le peuple d'Europe discute de leur possible union politique et commerciale, ces mêmes peuples parlent encore de langues différentes. Ils en parlent même davantage qu'il y a 10 ans, et dans certains pays, sous les signes de la différence ethnique et linguistique, ils ont pris les armes pour lutter les uns contre les autres. À telle enseigne que l'on songe à cette page de Jacques de Vitry, que je dois à mon ami Jacques Le Goff, évoquant le conflit des nations dans les universités médiévales, où on rappelle que l'on qualifiait alors les Anglais d'ivrognes pourvu de queue, les Français d'orgueilleux et efféminés, les Allemands de brutaux et paillards, les Normands de vains et vantards, le Poitevin de traîtres et d'aventuriers, le Bourguignon de vulgaires et stupides, le Breton d'inconstant revolage, le Lombard d'avare, vicieux et peureux, les Romains de séditieux et calomnieux, les Siciliens des tyranniques et cruels, les Brabançons des sanguinaires, incendiaires et brigands, les Flamands de prodigues gloutons, mous comme du beurre. Histoire d'un rêve, histoire d'une utopie, quel sens peut-elle encore avoir pour nous l'histoire que j'irai vous raconter au cours de mes leçons, puisqu'elle nous dit qu'il est peut-être impossible d'échapper à la malédiction babélique. Mais il n'est pas dit que l'histoire d'un échec soit elle-même nécessairement destinée à échouer. Quand bien même nous n'y verrions que le récit d'un entêtement acharné à poursuivre un rêve irréalisable, il n'en serait pas moins capital pour nous de savoir comment naquit ce rêve de connaître les mobiles qui l'ont entretenu au cours des siècles. Il ne s'agit seulement d'écrire un chapitre de l'histoire de notre culture, mais aussi de comprendre quel sens particulier cette quête acquiert pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, dans cette histoire, tout échec a donné lieu à ce qu'on pourrait appeler un effet secondaire ou collatéral. Des projets n'ayant pu s'affirmer ont cependant laissé derrière eux toute une suite de séquelles bénéfiques pour l'histoire des sciences et de la civilisation. Tout projet doit donc être vu comme un exemple de Felix culpa. Bon nombre de théories que nous aujourd'hui pratiquons et des pratiques dont nous aujourd'hui faisons la théorie sont bien nées d'une quête d'une langue parfaite. Et c'est là aussi bien quand nous parlons de logique, de chimie ou de zoologie que lorsque nous faisons marcher notre Minitel. Est-il juste de reconnaître à certains pionniers le mérite de nous avoir apporté quelque chose, même si ce quelque chose n'est pas ce qu'il nous avait promis. C'était un cas de sérendipité. D'autant plus que la quête de la langue parfaite s'est tour à tour mêlée et souvent enchevêtrée avec les réflexions sur l'origine du langage, sur la grammaire universelle, sur la structure biologique de la faculté de langage, sur le rapport motivé ou arbitraire entre son et chose.
C'est à la Genèse de 19 que je vais emprunter naturellement le premier chapitre de mon histoire. Dieu conduit Adam devant les animaux et Adam donne à chacun d'entre eux son propre nom. Mais sur ce point, la Vulgate est très ambiguë. Omne enim quod vocavit Adam anime viventis ipsum est nomen eius. On dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun des noms donnés par Adam, c'est lui que l'animal devait porter en vertu de sa nature, ou bien c'est lui qui lui était destiné par imposition conventionnelle. Et en quelle langue Adam a-t-il parlé? Dans le chapitre 11 de la Genèse, on nous apprend que Dieu confondit les langues pendant la construction de la tour de Babel. La quête dont nous parlerons commence comme réaction à la confusio linguarum babélique qui n'a cessé d'être ressentie tout au long de l'histoire européenne comme une blessure inguérissable. Mais ces sentiments, à l'échelle des siècles, est assez récent. Le monde grec-latin n'était pas frappé par la multiplicité des langues. La koiné grecque, d'abord le latin impérial ensuite, assurait une communication convenable depuis le bassin méditerranéen jusqu'aux îles britanniques, et les deux peuples qui avaient inventé l'un la langue de la philosophie et l'autre la langue du droit, identifiaient les structures de leur propre langue à la structure de la raison humaine. La culture grecque s'est attaquée plus tôt, le savons, avec le Cratyle de Platon, à la question de savoir si le mot grec avait été forgé d'après la nature et donc fondé sur l'imitation directe des choses, ou bien d'après la loi, c'est-à-dire par convention. Platon suggère une troisième solution, à savoir que le langage reflèterait l'ordre des idées. Et nous irons voir dans ce cours que toute recherche d'une langue parfaite est combattue entre ces trois possibilités. Le soupçon qu'il puisse exister d'autres langues susceptibles de véhiculer une sagesse inconnue apparaît, dirais-je, au IIe siècle de notre ère, lorsque, sous la poussée de la crise du rationalisme grec, commence la quête d'un savoir nouveau, très ancien, mais ignoré et secret, donc transmis par les voix incompréhensibles des druides ou des savants de l'Orient ou des gymnosophistes. L'homme de la Grèce classique croyait parler la seule langue digne de ce nom, et les autres peuples n'étaient que des barbares, ce qui veut dire, comme tout le monde sait étymologiquement, des bègues. Au IIe siècle, c'est au contraire le balbutiement présumé de l'étranger qui semble plein de promesses et de révélations non dites. Les pères de l'Église, à l'exception de Grégoire de Nice, considérait comme une donnée indiscutable le fait que l'hébreu avait été, avant la confusion, la langue primordiale de l'humanité, et qu'il était à l'origine de tous les autres langages humains. Le problème inquiétant pour les pères était plutôt un autre. Et jusqu'au XVIIe et début XVIIIe siècle a fait couler pas mal d'encre. Adam avait-il ou n'avait-il pas donné des noms aux poissons, attendu que les textes bibliques ne les mentionnent pas, et que Dieu, pensait-on, ne pouvait les avoir amenés devant lui au jardin de l'Éden. Mais la connaissance de l'hébreu s'était déjà affaiblie au temps de saint Augustin, qui témoigne d'une situation linguistique paradoxale. La pensée chrétienne est fondée sur un Ancien Testament écrit en hébreu et sur un Nouveau Testament dont le texte connu était en grec. Or, saint Augustin ne sait pas l'hébreu, et sa connaissance du grec est fort vague. Son problème herméneutique est de comprendre ce que le texte divin entend véritablement dire, mais il ne connaît de ce texte divin que des traductions. Il se laisse effleurer par l'idée qu'il serait bon de faire appel à l'hébreu original, mais il ne la retient pas parce qu'il se méfie des Juifs qui pourraient avoir pollué les sources pour y effacer toute référence au Christ annoncé. Aussi se contente-t-il de conseiller la comparaison des différentes traductions, ce qui devrait permettre la meilleure conjecture quant à la leçon la plus digne de foi. Ce n'est pas de la philologie, c'est de l'herméneutique. Saint Augustin apporte au Moyen-Âge l'idée d'une langue parfaite, mais il ne s'agit pas d'une langue verbale. Il pense à une langue des choses, une langue du monde, un monde quasi liber scriptus digito Dei, comme on le dira
plus tard. Cette langue ne sert toutefois qu'à interpréter les parties non littérales des Écritures, celles où la parole nomme des éléments de l'ameublement du monde, pierres, herbes, animaux, qui se chargent d'une signification symbolique. Et si l'idée est destinée à avoir une influence sur l'histoire des langues parfaites, cette influence se manifestera seulement lorsque la culture européenne aura interrogé les hiéroglyphes égyptiennes et d'autres idéogrammes exotiques, et en aura déduit que la vérité peut s'exprimer à travers des emblèmes, des devises, des symboles, des images énigmatiques. Au reste, la culture scolastique ne souffre trop du scandale de la confusion des langues parce que l'Église et l'université ont déjà leur langue parfaite, c'est-à-dire le latin ecclésiastique et universitaire, et ils n'imaginent pas que l'on puisse avoir besoin pour atteindre la vérité d'une langue différente. Ce que nous montreront les modistes qui recherchent une grammaire universelle dans les formes du latin médiéval, comme les Américains cherchent une grammaire universelle dans la forme de l'anglais. À quel moment voit-on donc surgir l'obsession de Babel et le rêve d'une langue universelle parfaite, capable de cicatriser cette blessure? Avant de se dessiner à travers une géographie politique, l'Europe se dessine comme géographie linguistique. On est encore dans un espace temporel vague, imprécis, où le latin s'est tellement corrompu que Virgile de Bigorre en invente un autre, à mesure de ses délires de grammairien de la décadence, où l'on s'interroge sur la validité des baptêmes donnés en Gaule, car les prêtres y baptisent désormais in nomine Patris et Filiae. Nos histoires littéraires n'ont pas encore enregistré l'apparition des premiers monuments des langues romanes et germaniques, et voilà que des paysans analphabètes donnent naissance aux nouvelles langues d'Europe sous la forme des dialectes hirsutes, pour employer une belle expression de Dante. Et c'est juste au moment où ces langues nouvelles commencent à se faire entendre que nous rencontrons l'image de Babel. On ne connaît, je crois, aucune représentation visuelle de la tour avant le 5e ou 6e siècle. Et seulement après, on la trouve, 6e, dans la Biblia Cotton, et ensuite viennent un manuscrit du 2e, 11e, et un bas-relief de la cathédrale de Salerne datant du 11e. Et puis c'est un véritable déluge de tours. C'est au tout début du 7e siècle que l'on trouve en Irlande un ouvrage intitulé, pardonnez mon gaélique, mais même à Dublin, ils ne m'ont pas donné de Oroptena Excess, le précepte des poètes, où on dit que la langue irlandaise, avec ses parties du discours, est construite sur le modèle des matériaux présents au moment de la construction de la tour: argile et eau, laine et sangle, bois et chaux, pois, lin et bitume. Les 72 sages de l'école de Phénix programment leur langue comme une opération de découpage, à la fois de bricolage et de restauration des 72 autres langues nées après la confusion, empruntant à chacune ce qu'elle a de meilleur. Cette langue garde le trace d'un isomorphisme entre la langue originelle et l'ordre naturel de la création. 1000 ans avant Rivarol, déjà quelqu'un avait prétendu que seule sa propre langue était celle de la raison. Pour rencontrer le premier vrai traité qui met en jeu toute la problématique née de la confusio linguarum, il nous faut attendre le début du XIVe siècle, c'est-à-dire ce De Vulgari Eloquentia, où Dante Alighieri vise la fondation d'un vulgaire illustre, où illustre signifie rayonnant, issu de la fusion de tout ce que le langage des premiers poètes italiens a jusqu'alors produit de meilleur. Dante veut construire son vulgaire illustre sur le modèle de la langue adamique originelle et s'interroge sur celle-ci. Dieu crée Adam, puis le conduit en présence des animaux de la terre et du ciel, laissant pour compte le poisson, afin qu'il leur donne un homme. De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu. Mais si Dieu n'a pas donné d'emblée à Adam une langue achevée, alors il doit lui avoir donné un don des langues, une matrice linguistique, une capacité d'inventer les langues, quelque chose de plus fondamental, de plus abstrait, de plus primitif qu'une langue. Autrement dit, une forma locutionis,
ou une grammaire universelle. On aura reconnu ici les origines d'une discussion qui prend le départ avec le modiste et qui arrive jusqu'à Chomsky en passant par Port-Royal. Oui, ce texte de Dante affronte bel et bien, ça c'est une thèse discutée, le problème d'une compétence générative universelle qui précéderait phylogénétiquement et ontogénétiquement l'acquisition d'une langue naturelle. La plus grande surprise qui m'est été apportée par ma recherche a été de découvrir, et seulement récemment dans les textes kabbalistiques, récemment traduits par Moshe Idel, que le kabbaliste Aboulafia avait lui-même défendu une idée de ce genre. La grammaire universelle donnée par Dieu à Adam est à l'origine des différentes langues, y compris l'hébreu, et l'hébreu d'Adam se transforme et évolue lui aussi au fil de sa descendance. Aboulafia a écrit un voyage en Italie au temps de la jeunesse de Dante. Rien ne prouve qu'il y ait eu des contacts avec eux. Pourtant, Dante était un homme bien informé. Tout comme Aboulafia, il était sensible à la théorie avéroïste d'un intellect actif commun à toute l'espèce humaine, et la coïncidence est remarquable. S'il y a eu une langue adamique, fût-elle l'hébreu ou la langue matrice dont l'hébreu lui-même serait issu, le premier pas à franchir dans la quête d'une langue parfaite ne pouvait être qu'une recherche de cette langue originelle. Ainsi, d'un côté, naît la recherche philologiquement rigoureuse des principes d'une grammaire hébraïque, à une époque ignorante encore toute de la langue d'Israël, recherche qui finira par conduire à la critique scripturaire, et de l'autre, naît la Kabbale chrétienne, qui se répand précisément au moment où l'Europe, grâce à la Reconquista, se définit comme un continent autonome. Petit effet secondaire, la pensée juive triomphe en Occident à cause de l'antisémitisme de leur majesté très chrétienne qui chasse les Juifs hors d'Espagne. L'hébreu apparaît aux kabbalistes chrétiennes comme la langue divine et sacrée par excellence, et c'est là précisément parce qu'elle est peu compréhensible. Pour des hermétistes comme John Dee, mais même un petit peu pour Pico della Mirandola, l'hébreu devient une langue magique. Il ne sert pas à communiquer des idées, mais à agir sur les choses. À partir de la correspondance présumée entre langue adamique et structure du monde, le mot hébreu apparaît comme de force, comme des sons qui, une fois prononcés, peuvent influencer le cours des événements. De sorte que, si certains pensent qu'il faut étudier la grammaire de l'hébreu pour comprendre les révélations que cette langue peut transmettre, d'autres estiment qu'elle n'est capable de révélation qu'autant qu'elle apparaît obscure, auréolée d'un mana, puissante comme moyen d'opération magique et non comme instrument de communication. Mais une fois que l'on s'est engagé sur la voie d'une recherche à rebours, il n'est pas certain que l'hébreu puisse conserver son privilège. D'autres langues pourraient prétendre au titre de langue mère de l'humanité. On a même pensé au XVIIe siècle qu'Adam avait parlé chinois. Cette recherche prend de formes différentes. Il suffit de penser à mi-chemin entre le désir de clarté philologique et la fascination pour les symboles inconnus, capables d'évoquer plutôt que de transmettre des pensées précises, au déchiffrement de l'antique égyptienne qui commence pendant la période baroque à travers l'œuvre d'Athanasius Kircher. Lorsque Champollion parviendra finalement à déchiffrer la langue des hiéroglyphes, on s'apercevra bien sûr que le déchiffrement de Kircher était purement fantaisiste. Mais, nouvel effet collatéral de notre quête, Champollion ne se serait jamais posé ce problème sans la Felix culpa du père Kircher. Et malgré la pierre de Rosette, c'est aussi en interprétant les transcriptions imprécises des obélisques romains dus au père Kircher que Champollion, gloire de ce collège, devient le héros de l'égyptologie scientifique. Mais les effets secondaires de la quête ne s'arrêtent pas là. Que l'on projette derrière soi le fantasme d'un hébreu adamique ou celui d'une langue matrice beaucoup plus ancienne, le travail de justification étymologique, de comparaison entre les radicaux des différentes langues mène lentement à l'élaboration de cet autre fantasme idéal qui est l'indo-européenne. Les méthodes se sont affinées et au lieu d'apparaître comme un point du passé auquel il faudrait revenir, ce fantasme devient la clé
qui va permettre d'expliquer l'histoire et l'évolution des langues vivantes. La linguistique scientifique moderne et contemporaine est née. Revenons maintenant à un autre problème que Dante se posa. Peut-être Dieu n'a-t-il pas donné à Adam l'hébreu primordial, mais une grammaire générale, une forme transcendantale permettant de construire toutes les langues possibles. Auquel cas, il devrait aussi lui avoir donné des universaux sémantiques. Autrement dit, un système de notions atomiques grâce auquel on parviendrait, en les composant, à rendre compte de tout l'ameublement de l'univers. Jusqu'à Humboldt, même si on acceptait l'hypothèse dite épicurienne selon laquelle chaque peuple invente sa propre langue pour rendre compte de sa propre expérience, donc avec le thème du génie des langues, personne n'avait eu l'audace d'envisager quelque chose de semblable à l'hypothèse dite de Sapir-Whorf, pour qui c'est la langue elle-même qui donne forme à notre expérience du monde. En général, on continuait à croire qu'il y avait une grammaire universelle des idées reflétant l'ordre même de l'univers. Ce système des idées aurait dû être semblable pour tous les hommes, même si d'un peuple à l'autre, après la Confusio, on donnait à une même idée des noms différents. Il n'en allait pas autrement, disait-on, des nombres, puisque des mots différents renvoyaient à la même entité mathématique. Mais les nombres présentaient un autre aspect alléchant. Indépendamment de la variété des langues, tout le peuple les transcrivent au moyen du même chiffre, et donc du même caractère. Que l'on postule donc a priori un système d'universaux sémantiques, que l'on marque chaque atome sémantique d'un caractère visuel ou sonore, et l'on aura une langue universelle, comme celle des idéogrammes chinois, lesquels communiquent les mêmes choses à différents peuples orientaux, bien que ceux-ci les prononcent différemment. La première idée d'un caractère universel apparaît chez Francis Bacon, et elle donnera lieu en Angleterre à toute une série de tentatives, parmi lesquelles je rappellerai seulement celles très différentes les uns des autres de Dalgarno, Ludwig, Wilkins. En revanche, ce qui s'ébauche en France, c'est plutôt la première critique radicale de ce projet. En 1629, le père Mersenne propose à Descartes un système de langue universelle, tombé dans l'oubli du fait que Richelieu, comme le raconte Le Monde de Réau, avait refusé une pension à son inventeur, un certain Desvalets, qui après ça a disparu complètement, et son texte reste inconnu. Dit donc Descartes, dans sa lettre à Mersenne, comme on peut apprendre un jour à nommer tous les nombres jusqu'à l'infini et à les écrire en une langue inconnue, qui sont toutefois une infinité de mots différents, il est certain qu'on pourrait faire le même de tous les autres mots nécessaires pour exprimer toutes les autres choses qui tombent en l'esprit des hommes. Si cela était trouvé, ajoute-t-il, je ne doute point que cette langue ne bientôt court parmi le monde. Mais l'invention de cette langue dépend de la vraie philosophie, car il est impossible autrement de dénombrer toutes les pensées des hommes et de les mettre par ordre, ni seulement de les distinguer en sorte qu'elles soient claires et simples, qui est à mon avis le plus grand secret de savoir pour acquérir la bonne science. Et si quelqu'un avait bien expliqué quelles sont les idées simples qui sont en l'imagination des hommes, desquelles se compose tout ce qu'ils pensent, et que cela fût reçu par tout le monde, j'oserais espérer ensuite une langue universelle fort aisée à apprendre, par les moyens de laquelle les paysans pourraient mieux juger de la vérité des choses que ne font maintenant les philosophes. Mais n'espérez pas de l'avoir jamais en usage. Cela présuppose des grands changements l'ordre des choses, et il faudrait que tout le monde ne fût qu'un paradis terrestre, ce qui n'est bon à proposer que dans le pays des romans. Descartes ne construira donc pas de langue universelle, mais, nouvel effet collatéral, 7 ans plus tard, il proposera une méthode pour identifier au moins un petit nombre d'idées claires et fondamentales. Le bénéfice sera nul pour l'histoire des langues parfaites, immense pour l'histoire de la philosophie. La critique de Descartes était exacte.
toute tentative d'établir un système des idées à l'architecture parfaite, composé des dépendances réciproques et des rigoureux enchâssements du général au particulier, se révélera voué à l'échec. Dans son ouvrage intitulé « Des signes », De Gerando, l'un des idéologues, à la fin du XVIIIe, repérera avec une clarté d'une modernité absolue le vice qui minait en secret tous les systèmes précédents. C'est la confusion entre la classification, où les idées s'agencent selon l'ordre et la logique de leurs composantes internes, et la division, où les systèmes dépendent des perspectives pratiques de celui qui doit donner le panorama du savoir. Selon moi, on devrait invertir le terme aujourd'hui, mais l'idée est claire. Ou bien on aura un dictionnaire logique restreint à un domaine notionnel très limité, ou bien une encyclopédie de toutes nos connaissances, ou bien un ordre nécessaire de concepts, ou bien l'ordre flexible d'une bibliothèque. Les deux conceptions se combattent chez Leibniz. Il pense encore à une langue parfaite lorsqu'il trace les grandes lignes de sa Characteristica Universalis. Quand les atomes sémantiques auront été fixés, quand les règles computationnelles auront été établies selon leur rapport réciproque, alors on pourra voir un jour la communauté des savants siéger autour d'une même table parvenir sans erreur à la vérité en prononçant le mot calculemus. Leibniz lui-même reconnaîtra que cette utopie ne s'applique qu'à la pensée aveugle d'un calcul purement formel qui aurait la perfection abstraite de la logique mathématique et du calcul binaire, mais qui, voir les nouveaux essais sur l'entendement humain, si nous entreprenions de retracer le système complet de notre savoir, nous aurions une encyclopédie dont le province serait en guerre continuelle, du fait que une même vérité peut être placée en différents endroits, selon les termes qu'elle contient, et même selon les moyens et causes dont elle dépend, et selon les suites et les effets qu'elle peut avoir. Et ceux qui rangent une bibliothèque ne savent bien souvent où placer quelques livres, étant suspendus entre 2 ou 3 endroits également convenables. Ainsi, Leibniz annonce et inspire le discours préliminaire de l'encyclopédie, d'Alembert, où le système général des sciences et des arts sera présenté comme un labyrinthe, j'aimerais dire aujourd'hui comme un rhizome, un chemin tortueux où l'esprit s'engage sans trop connaître la route qu'il doit tenir. Un système composé de différentes branches, dont plusieurs ont au moins point de réunion. Et comme en partant de ce point, il n'est pas possible de s'engager à la fois dans toutes les routes, c'est la nature des différents esprits qui détermine le choix. Mais comme dans les cartes générales du globe que nous habitons, les objets sont plus ou moins rapprochés et présentent un coup d'œil différent selon le point de vue où l'œil est placé par le géographe qui construit la carte. De même, la forme de l'arbre encyclopédique dépendra du point de vue où l'on se mettra. On peut donc envisager autant des systèmes différents de la connaissance humaine que de mappemondes de différentes projections. La critique de l'encyclopédie met fin au rêve de la grammaire des idées, même si l'histoire continue après l'encyclopédie. Et même si de nos jours encore, l'on étudie la possibilité de ce qu'on appelle le mentalais, the mentalese, langue inscrite dans les circonvolutions même de notre cerveau, est capable de fournir la structure profonde de toute expression dans n'importe quelle langue naturelle. Mais quoi qu'il en soit, le chèque du Real Character de Wilkins a donné le départ aux recherches de taxonomie botanique et zoologique. Et quoi qu'il en soit encore, lorsque nous manœuvrons aujourd'hui un ordinateur en écrivant un BASIC ou un Pascal, nous continuons d'utiliser les résultats séculaires de la quête d'une langue parfaite des idées. If, then, go to. Et quoi qu'il en soit, enfin,
lorsque nous essayons d'obliger l'ordinateur à imiter notre compétence linguistique quotidienne, au moins dans les dernières expériences, nous nous servons des modèles relevant de la notion d'encyclopédie conçue par Leibniz et d'Alembert. Mais la typologie des langues parfaites ne s'arrête pas là. Revenons encore à Dante, qui se demandait comment Adam avait dialogué avec Dieu au paradis terrestre. D'après une tradition médiévale, Dieu se serait adressé au premier homme par le biais de phénomènes atmosphériques, tonnerre, grêle, tremblements de terre. Dante avance la suggestion que Dieu aurait agité l'air de façon à lui faire produire des sons compréhensibles pour Adam. Mais nombre d'écrivains médiévaux diront que cette communication, à laquelle des sons différents pouvaient éventuellement servir de support, était de nature mystique, un processus de transfert du sens où le véhicule de l'expression est totalement dépourvu d'importance, les sens se transmettant, pour ainsi dire, d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Nous reconnaissons ici l'exercice d'une pratique largement antérieure à Dante, comme saint Paul nous dit, la glossolalie. Dans un certain sens, le rapport que la Renaissance instaurera avec l'hébreu comme langue incompréhensible sera lui aussi teinté de glossolalie. Au fil de l'histoire, nous rencontrerons l'ignota lingua de saint Hildegarde de Bingen, ou la langue magique de Rosecroix, laquelle s'inspirait probablement de la sensualische Sprache de Jacob Böhme, une langue de la nature qui se rattache à la légende, présente aussi en Orient, d'une langue des oiseaux, dont nous trouvons des traces encore chez Cyrano de Bergerac. Certes, nous pourrions reléguer ces utopies à un chapitre relevant non pas de la sémiotique, mais de la mystique, n'était qu'il existe une sémiotique des textes poétiques et que l'on retrouve l'idéal d'une langue magique dans la poésie contemporaine, chez Rimbaud, chez Mallarmé, chez Christian Morgenstern, dans le langage transmental de Klebnikov, dans le Finnegan's Wake de Joyce, et dans toute conception de la poésie où le maximum des sens est exprimé par l'ambiguïté de la réticence, de l'allusion, de la néoformation lexicale à la saveur fatalement glossolalique. Enfin, nouveau chapitre. Il était fatal que la recherche de l'hébreu conduise la culture de la Renaissance à la découverte de la tradition kabbalistique, de cette tradition kabbalistique, d'après laquelle le monde aurait été créé grâce à une combinaison de 22 lettres de l'alphabet hébraïque. La Kabbalah, au moins la Kabbalah des noms, suggère donc que l'on peut constituer un alphabet produisant un nombre pratiquement infini de combinaisons. Infini à notre échelle, en tout cas, même si mathématiquement fini. Si à chaque lettre d'un alphabet idéal correspondait une idée, cette langue permettrait de combiner des idées, de découvrir entre elles des liens que nul n'a encore envisagés. Ce projet aurait pu, je souligne aurait pu parce que tout le monde croit qu'il a été, aurait pu être celui de l'Ars Magna de Raymond Lull. Mais Lull avait inventé une machine dont en réalité il ne savait que faire, car il n'exploitait pas toutes ses possibilités combinatoires. Il les réduisait au contraire, en sorte que son dispositif puisse générer uniquement des propositions théologiquement acceptables. Toutefois, son idée sera reprise et graduellement développée par le lullisme de la Renaissance, par Agrippe, par Giordano Bruno, par Clavius, par Mersenne. Elle produira ses résultats le plus vertigineux dans la spéculation leibnizienne, appliquée à la découverte d'une langue parfaite. Si ce que l'art de la combinatoire nous a transmis est l'idée d'une nouvelle forme de pensée aveugle s'exerçant au niveau de la pure syntaxe, indépendamment de contenus qui peuvent s'y investir, certaines des formes actuelles du New Connectionisme sont encore fondées sur l'effort accompli par une machine intelligente qui essaye d'innombrables combinaisons avant de reconnaître une situation d'équilibre. Encore une fois, notre quête a produit des tentatives jouant aux frontières de l'illimité et de l'avenir.
Mais, autre chapitre encore, si Dante pensait que sur les scories, sur les déchets des langues naturelles, on pouvait construire un vulgaire illustre de portée universelle, et si les grammariens irlandais envisageaient le même type de bricolage, alors pourquoi ne pas chercher à construire une langue internationale fondée sur les radicaux sémantiques et sur les structures syntaxiques que la totalité ou plusieurs des langues existantes ont en commun? Telle est la voie qu'ont suivi de nombreux constructeurs des langues internationales depuis le XIXe siècle, dites a posteriori, dont l'espéranto nous fournit l'exemple le plus célèbre, le plus actuel encore et respecté. Lorsque ces langues sont bien construites, il y en a des centaines, je ne me souviens plus si le Monero du Maine enregistre 200, 250, une chose comme ça. Chaque jour, il m'arrive une langue nouvelle sur la table depuis qu'on sait que je fais cette recherche. Lorsque ces langues sont bien construites, il n'existe aucune raison permettant de décréter un droit à leur insuccès. Si beaucoup d'entre elles ont disparu, les causes en sont toujours factuelles. Et si l'une d'elles s'affirme un jour, cela dépendra d'un fait, c'est-à-dire d'une décision politique. Cependant, dès la fin du XVIIIe siècle, on avançait déjà des arguments politiques contre une langue universelle véhiculaire de ce type a posteriori. De Gerando, je les cite souvent parce que Des signes, c'est un livre d'une modernité extraordinaire, il faudrait le republier aujourd'hui, presque toujours, parfois il y a des choses. De Gerando, dans Des signes, rappelait que les voyageurs, les savants et les commerçants, tous ceux qui ont besoin d'un idiome véhiculaire, sont une minorité, alors que la grande majorité des citoyens qui appartiennent aux classes inférieures vivent fort bien en s'exprimant dans sa propre langue. Le besoin du voyageur est continuel, celui de l'habitant n'est qu'accidentel et passager. Au reste, il disait, le voyageur a tout intérêt à comprendre les indigènes, mais les indigènes n'ont pas besoin de comprendre le voyageur, celui-ci pouvant même tirer profit de son avantage linguistique pour dissimuler ses intentions à ceux qui les reçoivent. En plus, il disait, employé à des fins scientifiques, une langue universelle se trouverait en état de divorce par rapport à la langue littéraire, et privée du secours de la littérature, la science pertroit une grande partie de ses charmes. En outre, qu'importe à la société qu'un petit nombre d'individus possèdent entre eux de sublimes théories si une nuit plus obscure doit environner tous les autres. Soucieux de sauvegarder les secrets du voyageur, De Gerando semble pourtant s'inquiéter du caractère ésotérique pris jusqu'alors par toutes les langues artificielles et redouter une séparation entre les connaissances réservées à une élite et les connaissances accessibles à tous les citoyens. Et puis, si la langue universelle était employée également à des fins littéraires, et ne souriez pas de cet argument en paix sociologique, les artistes seraient trop exposés aux effets de la concurrence internationale et devraient accepter de se soumettre à des comparaisons parfois dangereuses. Sur le fond se dessine la conviction que l'homme du XVIIIe n'est guère fasciné par l'apprentissage de langues. Il existe, à l'égard du multilinguisme, une surdité culturelle dont seuls sont indemnes, affirme De Gerando, les habitants du nord de l'Europe, et cela par nécessité. Cette surdité est si répandue que De Gerando éprouve le besoin de soutenir comme une provocation que l'étude des langues étrangères n'est ni aussi stérile ni aussi mécanique que le pense l'opinion commune. Enfin, De Gerando entrevoit que l'obstacle principal réside dans l'égoïsme du gouvernement. Supposera-t-on que le gouvernement veuille s'entendre pour établir des lois uniformes pour les changements de la langue nationale? Mais avons-nous vu bien souvent que le gouvernement s'entende en effet pour les choses qui sont d'un intérêt général pour la société? Ce qui était déjà une idée de Fontenelle et reprise par d'Alembert. Tout discours scientifique est cependant surdéterminé par une idéologie sous-jacente, et cela était vrai également chez un idéologue.
Alors qu'il cherche à démontrer combien il est difficile de faire adopter à tous les peuples une langue naturelle existante, De Gérandeau ne peut s'empêcher d'affirmer qu'en tout état des causes, la nation française est la seule qui, par sa position centrale en Europe, par la nature de ses rapports, par l'influence de ses mœurs, par sa puissance politique, puisse prétendre à cet avantage. Ces positions nous ramènent à un autre chapitre encore de notre quête. Le rêve d'une langue parfaite a un effet conduit bien d'esprit, à commencer par les grammariens irlandais du 7e siècle, à voir dans leur langue nationale l'héritière naturelle de la langue d'Adam. Dans Origines Antwerpiane, 1569, Goropius Becanus, Jan van Gorp, constate que le rapport motivé entre le mot et les choses propres à la langue adamique se retrouve seulement dans le flamand, autrement dit dans le dialecte d'Anvers. Les ancêtres des Anversois, les Cimbres, descendaient à une droite ligne des fils de Japheth, lesquels, absents de lieu où s'édifiait la tour, échappèrent à la confusio linguarum. Auprès de la thèse hollandaise flamande ne saurait manquer la thèse suédoise. Et Olaus Rudbeck, dans son Atlantica sive Mannheim vera Japheti posterorum sedes ac patria, 1675, démontre que la Suède, qui n'est autre que la mythique Atlantide et la terre des Hespérides, avait donné asile à Japheth et à sa descendance, et que de cette souche raciale et linguistique étaient nés tous les parlers gothiques. Dans le prolégomène à sa Bible polyglotte de 1657, William Walton cite plusieurs tentatives visant tour à tour à démontrer que la langue originelle était le gallois, le danois, l'allemand. Et nous avons aussi les thèses hongroises, polonaises et bretonnes. Toujours pendant la période baroque, Georg Philipp Harsdorfer affirme que la langue allemande parle avec les langues de la nature, exprimant fort perceptiblement tous les sons. Elle tonne avec les ciels, crépite avec la grêle, souffle avec les vents, pétille avec le flot, grince avec les serrures, résonne avec l'air, gronde avec les canons, rugit comme le lion, beugle comme le bœuf, grogne comme l'ours, brame comme le cerf, belle comme le brebis, grouine comme le cochon, aboie comme les chiens, hennit comme le cheval, siffle comme le serpent, miaule comme les chats, cacarde comme l'oie, cancane comme le canard, bourdonne comme le bourdon, caquette comme la poule, glotteur comme la cigogne, croisse comme le corbeau, triste comme l'hirondelle, pépi comme le moineau. La nature parle notre langue allemande dans toutes les choses qui d'elles-mêmes produisent un son, et c'est pourquoi on a souvent affirmé qu'Adam, le premier homme, n'a pu nommer les oiseaux et tous les animaux de la terre qu'avec le mot qui sont le nôtre, car il exprimait conformément à la nature toute propriété innée et par elle-même sonore, quelle qu'elle fût. Il n'est donc rien d'étonnant à ce que tous nos mots radicaux coïncident en grande partie avec le langage sacré. Dans le domaine britannique, Roland Jones soutiendra au cours du siècle suivant qu'aucun langage, excepté l'anglais, ne se montre aussi proche du premier langage universel et à sa naturelle précision et correspondance entre les mots et les choses. La langue anglaise est la mère de tous les dialectes occidentaux et du grec, sœur antique des langues orientales, et dans sa forme concrète, elle est la langue vivante des Atlantiques et des aborigènes de l'Italie, de Gaulle et de la Bretagne, laquelle apporta aux Romains un si grand nombre de mots qui ne sont pas d'origine grecque. The Circles of Gomer, 1771. On pourrait dire que la plus grande part des hypothèses nationalistes sont typiques d'un siècle comme le XVIIe, qui voit les grands États européens prendre leur forme définitive, et la guerre des 30 ans poser le problème d'une suprématie sur les continents. Mais à part le fait que Rivarol, c'est du XVIIIe, dès la Renaissance, Guillaume Postel, qu'on venait de citer au début, et qui brûlait pourtant le feu sacré de la concorde universelle, soutenait une descendance directe de langue celtique de l'hébreu, ce dont il tirait argument en faveur d'une concorde universelle, oui, mais qui aurait dû se réaliser sous la tutelle du roi de France. Il est fascinant de voir comment se transforme de siècle en siècle les motivations invoquées par les partisans d'une langue parfaite. Au début, avec Raymond Lull, il s'agit de trouver une langue philosophique en mesure d'apparaître démonstrativement persuasive aux représentants des trois grandes religions monothéistes. L'idée est reprise par Nicolas de Cuse,
qui en vient même à formuler la proposition suivante. Si les Juifs et les musulmans se convertissaient au christianisme, l'Église pourrait accepter de faire circoncire tous les chrétiens. Pendant la Renaissance, avec Postel, la concorde recherchée n'est pas seulement religieuse, elle est aussi politique. Le thème de la concorde religieuse revient dans l'idée de la langue magique de Rosecroix, mais l'inspiration vise moins les religions monothéistes que le dépassement de la fracture entre catholiques et protestantes. Au cours du XVIIe siècle anglais, on fait encore appel à la visée religieuse, mais de même que dans le projet des jésuites comme Kircher, il s'agit moins d'établir une fraternité entre juifs, musulmans et chrétiens que de convertir au christianisme les idolâtres du nouveau monde. Cependant, la motivation dominante dans le milieu anglais est éminemment scientifique et commerciale. La langue parfaite doit permettre la communication de nouvelles découvertes scientifiques d'un côté et de l'autre favoriser les navigateurs et les marchands. Il est singulier de voir sur le frontispice illustré de l'ouvrage de Clive Beck, The Universal Character, 1657, l'image d'un Européen portant le sobre habit du puritaine qui remet son projet à un hindou et à un indien d'Amérique. Comme dans de nombreux autres projets postérieurs, ici commence à se profiler l'idée de l'expansion coloniale, où l'éducation, la conquête et le progrès sont the white man's burden, le fardeau de l'homme blanc. Delormel, présentant sa langue universelle à la Convention, parle de l'idéologie révolutionnaire et de la nécessité de rendre communes à tous les conquêtes de l'époque des Lumières. La pasigraphie d'Aimé Mieux, composée sous les directoires, n'invoque plus l'évangélisation des Orientaux et des Amérindiennes, mais la communication entre l'Europe et l'Afrique, l'amélioration des opérations diplomatiques et militaires, et même une nouvelle source de revenus pour les typographes, les traducteurs, les enseignants, qui devront imprimer et diffuser les livres écrits dans la nouvelle langue. Si tous les auteurs du XVIIe siècle s'empressaient de proposer comme exemple de traduction le Paternoster et le Credo, dans le but de démontrer que leur langue était également en mesure d'exprimer les mystères de la foi, sous le consulat, la polygraphie de Hurwitz fournit la démonstration de ces vertus grâce aux premières lignes des aventures de Télémaque. Scientifiques, politiques et commerciales et industrielles sont les motivations présentées en 1903 par Couturat et Lowe en faveur des différentes langues internationales. De toutes ces langues, seul l'espéranto bénéficiera en termes de prosélytisme de la passion à la fois laïque et religieuse de son inventeur, le docteur Zamenhof, pour qui ce nouvel idiome devait être un instrument de fraternité universelle et même la seule langue capable de réunir en Palestine le peuple d'Israël à la place d'un hébreu devenu archaïque et désuet. Ça, évidemment, n'a pas marché. Au cours de ces dernières décennies sont apparues des langues comme le Linkos de Freudenthal, destinées à la communication avec d'éventuels habitants de l'espace. Et récemment, il y a une dizaine d'années, mon ami le linguiste Thomas Sibeok a été chargé par une agence gouvernementale américaine de mettre au point un projet de langue de compréhension interspatiale afin que les visiteurs provenant des étoiles soient avisés, même dans 3000 ans, lorsque les hommes seront disparus, qu'en certains lieux de notre planète gisent des dépôts de scories radioactifs. Comme on voit, le rêve a pris au cours des siècles des aspects différents et son histoire reproduit tour à tour celle des espérances, des vertus, des erreurs et des crimes, même de la civilisation occidentale. Mais au moment où paraissaient les premiers volumes de l'encyclopédie, l'abbé Pluche, dans La mécanique des langues et l'art de les enseigner, 1751, avait exprimé une idée qui était le prélude d'un renversement de perspective plutôt radical. Une première différenciation de la langue, sinon dans le lexique, du moins dans la variété des inflexions entre une famille et l'autre, s'était, dit Pluche, déjà amorcée au temps de Noé. Mais cette multiplication des langues, qui n'est pas une confusion, apparaît à Pluche comme un phénomène non seulement naturel, mais encore socialement positif.
Après une première errance, ce qui voit un tour des langues intelligibles entre eux, faisant accord habituel et même canton, cette diversité qui a donné à chaque pays ses habitants et c'est cette diversité qui a donné à chaque pays ses habitants et qui les y conserve. De cette sorte, on doit dire que le profit de ces changements extraordinaires et miraculeux s'étend à tous les âges suivants. Par la suite, plus les peuples se mêlèrent, plus il y eut aussi de mélanges et de nouveautés dans les langues. Plus elles se multiplièrent, moins devint-il aisé de changer de pays. Cette confusion fortifia les attaches qui forment l'amour de la patrie. Elle rendit les hommes plus sédentaires. La différenciation naturelle des langues devient à présent le phénomène positif ayant permis l'enracinement de populations, la naissance des nations, les sentiments de l'identité nationale. Pluche, pourrait-on dire, est en train d'affirmer que l'État, c'est la langue. Par ailleurs, quelques années plus tard, notre ami Desgerandeaux, constatant l'impossibilité d'une langue internationale, trouve une consolation dans les garanties de solidité sociale offertes par les langues nationales. Sans doute, ces impressions peuvent nuire quelquefois au sentiment de la fraternité universelle, mais dans les siècles corrompus, c'est surtout vers les sentiments patriotiques qu'il faut diriger les âmes. Plus l'égoïsme fait de progrès, et plus il est dangereux de nous rendre cosmopolites. On ne s'étonnera donc pas de trouver une reprise ou une réinvention du thème de la positivité de Babel chez un héritier de la culture révolutionnaire. J'entends Hegel, pour qui cette révalorisation de Babel n'est pas liée seulement au renforcement du lien social, mais aussi à une célébration presque sacrée du travail humain. Attendons un moment à voir Hegel. Dante ne voyait pas dans la confusio linguarum la naissance des différents groupes ethniques. Plutôt le fait que, pendant la construction de la tour, les architectes avaient commencé à parler la langue des architectes, le porteur de pierre, la langue de porteur de pierre. Donc Dante semble penser au jargon de corporation de son temps, associant à une vague idée de division du travail social l'idée d'une division du travail linguistique. D'autre part, l'iconographie médiévale a toujours mis au second plan maçon, pierre taillée, monte-charge, fil à plomb, béquerre compact, abestant, technique de gâchage, à tel point que souvent certaines informations sur les méthodes de travail des maîtres maçons du Moyen-Âge proviennent précisément des représentations iconographiques de la tour. En 1668, dans l'histoire critique du Vieux Testament, Simon a l'idée que la confusion babélique vient de ce que les hommes devaient nommer les différents instruments et que chacun les nommait à sa manière. Vers la fin du XVIe siècle, la peinture hollandaise s'empare du thème de la tour, dont elle offrira de nombreuses variations. Pensez par exemple à Bruegel. Et chez certains de ces artistes, les accessoires techniques se font plus nombreux, et aussi bien dans la forme que dans la robuste solidité de la tour se manifeste une sorte de foi laïque dans le progrès. Même dans la Touris Babel de Kircher, l'attention se fixe sur le problème des statiques posées par la tour. Le problème, c'est que si la tour devenait trop longue, elle faisait bousculer la terre comme ça. Et dont on a toujours une représentation en termes d'objets finis. De sorte que l'auteur jésuite semble lui aussi fasciné par le prodige de technologie qu'il est en train de mettre en accusation. Or, Hegel, dans l'esthétique, troisième, rappelons que pour Goethe, le sacré était ce qui unit les âmes, commente. Nous en avons l'exemple le plus familier dans la légende de la tour de Babel. Dans les lointaines vallées de l'Euphrate, l'homme érige une œuvre architecturale immense. Tous les hommes y travaillent en commun, et c'est cette communauté qui constitue à la fois le but et le contenu de l'œuvre. Cette union qu'on a voulu créer n'était pas une association purement patriarcale. Au contraire, elle devait marquer la dissolution de cette association, et la construction qui devait s'élever jusqu'au nuage devait signifier précisément l'objectivation de cette dissolution et la réalisation d'une union plus vaste. Tout le peuple d'alors y ont travaillé,
Et s'ils se sont rapprochés les uns des autres pour réaliser cette œuvre incommensurable, pour remuer les sols, pour superposer des blocs de pierre, pour faire subir au pays tout entier comme une transformation architectonique, s'ils se sont ainsi acquittés des tâches qui sont exigées de nos jours par le mœurs, le coutume et l'organisation légale de l'État, ça a été uniquement pour créer entre eux un lien qui devait être indissoluble. Dans cette vision où la tour semble annoncer la naissance de l'État éthique, la confusion des langues est certainement le signe que l'unité de l'État ne se profile pas comme universelle, mais qu'elle donne naissance à différentes nations. Cependant, l'entreprise babélique est vue comme la première annonce d'une ère du progrès et de la raison. Dramatique intuition, roulement de tambour presque jacobin avant de faire choir la tête de l'incomprend Adam et de son ancien régime linguistique. Geste de révolte que nous retrouvons parfois dans l'iconographie du XIXe siècle, romantique et positiviste. Et je pense par exemple à la planche que Gustave Doré consacre à la tour de Babel dans sa Bible illustrée. L'orgueil luciférien de Hegel a fait école. Sombre et massive, la tour domine comme une menace les ouvriers transportant d'immenses cubes de marbre, tandis qu'un personnage nu domine au centre de la gravure le bras et le visage tendus vers le ciel nuageux. Et l'on ne comprend pas si cette attitude représente le défi de l'orgueilleux ou la malédiction du vaincu à l'adresse d'un Dieu cruel, mais une chose est certaine, c'est que ce personnage n'accepte pas humblement son destin. Quel sera donc le destin de l'Europe? Lutter contre Babel et retrouver une seule langue, ou accepter Babel et réaliser une situation de multilinguisme? La nouvelle fragmentation et multiplication des langues dont je parlais au début, qui fait que les Européens n'auront pas seulement pour langue maternelle l'une des langues les plus connues sur le plan international, mais aussi le lituanien, le slovène, le basque et peut-être l'arabe, laisse nécessairement entrevoir une Europe où chacun sera obligé d'être au moins bilingue. Quelle langue sera la langue véhiculaire? Nous l'ignorons, il n'est pas impossible que ce soit l'espéranto, au moins au niveau des rencontres politiques et des échanges commerciaux. Mais cela ne supprimera pas la nécessité d'une Europe de polyglottes, même s'il est inévitable que ce multilinguisme élargi donne naissance à des pidgins. Le projet Erasmus nous laisse entrevoir le destin de centaines de milliers d'étudiantes qui, grâce à leur stage à l'étranger, feront des mariages mixtes et mettront au monde des enfants bilingues. D'ici à quelques décennies, la nouvelle classe dirigeante européenne sera bilingue. Je viens de recevoir ce matin le livre de Claude Agege, Le souffle de la langue, qui commence en énonçant une thèse que je suis heureux d'assumer comme conclusion de mon introduction. L'Européen vit un plurilinguisme. Il devra élever ses fils et ses filles dans la variété des langues et non dans l'unité. Tel est à la fois, pour l'Europe, l'appel du passé et celui de l'avenir. Pour l'Europe, il existe une singulière théorie des origines du langage dans l'œuvre d'un penseur arabe du XIe siècle, Ibn Hazm. Monsieur Miquel, je ne sais pas si c'est... Dit ce monsieur, les langues ne sauraient être nées par convention, car pour en établir les règles, les hommes auraient toujours eu besoin d'une langue précédente. Ça, c'est une idée qui circulait déjà chez les kabbalistes. Il y avait donc au commencement une langue donnée par Dieu et riche de toutes sortes de noms et de synonymes, car à l'aide de cette langue, Adam devait pouvoir nommer sans ambiguïté toutes les choses de l'univers. Aussi devait-elle comprendre toutes les langues. La confusion qui eut lieu ensuite ne correspondrait donc pas à l'invention de nouvelles langues, mais à la fragmentation de cette langue unique qui existait ab initio et où étaient contenues toutes les langues postérieures. Le don reçu par Adam était le multilinguisme. C'est pourquoi tous les hommes sont capables de comprendre la révélation, quelle que soit la langue dans laquelle elle est exprimée.
Dans ce cas, vous voyez, et une fois de plus, Babel ne représenterait pas la blessure que nous devons cautériser, mais les dons primordiaux qui nous fait reconquérir. J'ai vu, il y a quelques mois, à Bruxelles, la publicité d'une pizza pouvant être rapidement livrée à domicile, comme on dit dans le pidgin chinois américain « take out ». Et sur l'affiche bruxelloise, on lisait sans doute il ne s'agit pas d'un exemple de langue parfaite, mais je suppose qu'on pourra faire mieux. Merci.